Bonjour, donc je suis Philippe Viexorek de Minalogic. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour ce webinaire de présentation de l'appel à projet IDEMO. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Antoine Roux de BPI France, qui est un peu la personne référente chez BPI de IDEMO, et Patrick Geoffrey de la DRET Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, qui est effectivement le contact régional sur ces sujets-là. Donc c'est un petit nouveau, hein, l'appel à projet IDEMO, qui, même si c'est très préliminaire parce que tout n'est encore pas arrêté, euh, il est probablement appelé à devenir très très important dans le paysage des appels à projet. Donc, je vais passer la main à Patrick et voilà. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant la présentation et on prendra toutes les questions en fin de présentation. Merci et bon webinaire. Bien, bonjour à tous, donc Patrick Geoffrey, je suis chargé de mission en charge des filières régionales de la microélectronique et de la robotique au sein de la DRETS, qui est Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une nouvelle direction qui a été créée en avril et qui remplace la Directe. Alors, j'ai prévu de vous présenter, mais très brièvement, quelques éléments de contexte sur ce nouvel appel à projet IDEMO. Ça va être très court, j'ai que 3 diapos. Tout ça pour laisser plus de temps à Antoine Roux qui va présenter les modalités pratiques du dispositif. Donc, l'appel à projet IDEMO a été lancé dans le cadre du 4e programme des investissements d'avenir, programme qui couvre les années 2021 à 2025. C'est un appel à projet qui s'inscrit dans la continuité de plusieurs actions du PIA. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les procédures soient plus simples. On recherche une simplification des procédures. Et il fait suite notamment cet appel à projet au PSPC. Donc, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien ce dispositif, donc les programmes structurants pour la compétitivité, programme qui existait depuis 2011 et qui a permis de soutenir 174 projets de recherche et développement collaboratif et pour lequel l'État a engagé près de 900 millions d'euros. L'appel à projet IDEMO donc marque la volonté de l'État de continuer à soutenir l'innovation en favorisant l'émergence de projets structurants de recherche et développement. En fait, l'objectif d'IDEMO, c'est de favoriser le développement d'entreprises industrielles et de services sur des marchés porteurs, créateurs de valeur et de compétitivité pour notre économie. Alors, l'appel à projet IDEMO a beaucoup de points communs avec le PSPC, mais il y a aussi quelques différences notables, et parmi lesquelles la nécessité pour les projets IDEMO de contribuer aux transitions énergétiques, écologiques et numériques. Ça veut dire qu'il faudra que les porteurs de projets insistent bien sur ce point et disent pour quelle part leur projet contribue favorablement à ces transitions. Ça veut dire également que des projets qui auraient un effet négatif en matière de développement durable, par exemple, auront toutes les chances d'être recadrés. Le dispositif IDEMO permet de soutenir, comme pour les PSPC, des projets collaboratifs, mais nouveauté, il permettra aussi de soutenir des projets individuels. Je vous ai mis là des assiettes, les assiettes de dépenses minimales pour que le projet soit éligible. 4 millions d'euros pour les projets collaboratifs, 2 millions d'euros pour les projets individuels. Ces assiettes basses, entre guillemets, concernent essentiellement les petites et moyennes entreprises. Pour les grandes entreprises, les ETI, les grandes entreprises, on sera plus exigeant sur les assiettes de dépenses puisque ce qu'on veut, c'est que les projets soient structurants pour ces grandes entreprises. Les plafonds d'aide, en moyenne, sont majorés de 10% par rapport au PSPC. Alors, ils sont variables selon la taille de l'entreprise, selon que le projet est collaboratif ou pas, selon qu'on est plutôt sur de la recherche industrielle ou plutôt sur du développement expérimental. Les organismes de recherche également verront leur aide majorée. Et enfin, dernière chose, les collectivités locales pourront être partenaires des projets, ce qui permettra notamment de favoriser le développement de démonstrateurs territoriaux. Alors, ça veut dire qu'en gros, IDEMO par rapport à PSPC est quand même plus ouvert. Il va accueillir un plus grand nombre de projets, plus de diversité dans les projets. Ça veut dire au risque d'avoir pas mal de projets déposés. Ça veut dire aussi que la sélectivité des projets sera sans doute plus forte que pour le PSPC.
Concernant la sélection des projets, donc l'État a désigné BPI France opérateur du dispositif IDEMO. Donc c'est BPI France qui va s'assurer de la mise en œuvre du dispositif, du conventionnement, des versements, mais l'État reste quand même très impliqué dans le dispositif et notamment la sélection des projets sera assurée par un comité de pilotage auquel participeront les ministères concernés et notamment le ministère en charge de l'industrie ainsi que le secrétariat général pour l'investissement. Et la décision d'attribution des aides sera prise de façon formelle par le Premier ministre sur avis du secrétaire général pour l'investissement. Voilà pour les éléments de contexte. Et je passe tout de suite la parole à Antoine Roux pour vous présenter les modalités du dispositif. Je vous remercie. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci déjà pour cette invitation et pour nous offrir la possibilité de présenter et de promouvoir cet appel à projet. Merci Patrick pour ces éléments de contexte qui précisent bien d'où vient le programme IDEMO. Voilà, c'est le principal soutien au projet structurant de R&D qui s'inscrit dans le PIA 4 et qui est en fait un peu le remplaçant, la nouvelle version du PSPC pour ceux qui le connaissent. Donc je vais être assez rapide pour qu'on puisse laisser la place aux questions. Je vais rappeler les grands objectifs. Donc comme ça a été dit, l'idée c'est de développer des projets d'innovation à forte valeur ajoutée, des innovations de rupture qui, dans le cadre de projets collaboratifs, associent des acteurs de recherche et des acteurs industriels et qui permettent le développement de retombées économiques directes ou indirectes au sein d'une filière, au sein d'un secteur particulier. Donc voilà, vraiment ce qu'il faut retenir, IDEMO, ça vise à financer le volet R&D de projets d'innovation. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il est important d'insister. Donc, au niveau des projets attendus, comme on l'a dit, on peut aujourd'hui postuler en tant que porteur individuel, entreprise individuelle, ou alors en tant que projet collaboratif porté qui rassemble des PME, des entreprises, des grandes entreprises et des laboratoires, dans la limite de 6 partenaires. Donc la taille minimum est de 4 millions pour un projet collaboratif, elle est de 2 millions pour un projet individuel. L'idée, c'est vraiment de présenter un projet qui comporte des phases de recherche industrielle et des phases de développement expérimental préalables à la mise sur le marché. C'est-à-dire qu'on est sur un niveau de maturité et de faisabilité déjà existant, mais on est avant l'industrialisation et la commercialisation. On est un peu dans une phase entre deux, vraiment la phase R&D d'un projet technologique d'innovation. La durée de ces projets indiqués, elle est de 3 à 5 ans. Et ce qui a été également dit, tous les projets, c'est explicitement mentionné dans le cahier des charges de cette manière, tous les projets causant un préjudice important du point de vue de l'environnement seront exclus. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui va faire l'objet d'une attention très particulière du comité de pilotage. On va passer à la partie dépenses éligibles et taux d'aide applicables. Donc les dépenses éligibles, ce sont les dépenses qui sont finalement toutes les dépenses que vous pouvez réaliser dans le cadre d'un projet de R&D. C'est un large panel de dépenses qui comprend le salaire de personnel, la sous-traitance à hauteur de 30% du budget global de votre projet, la contribution aux amortissements, frais connexes, frais de mission, enfin vraiment tout ce qui est relatif à votre projet de R&D est potentiellement éligible. Seulement, lorsque votre projet est présélectionné et qu'il va passer en instruction approfondie, on va étudier l'assiette de ces dépenses éligibles. Et cette assiette sera plus ou moins grosse en fonction de la nature de vos dépenses. Si vous êtes sur des dépenses de recherche industrielle, l'assiette va s'élargir. Et si vous êtes sur une petite entreprise, l'assiette va encore plus s'élargir. Donc, l'assiette, elle dépend, qui sera retenue, elle va dépendre de une chose, la taille de l'entreprise, et deux choses, la nature de vos dépenses. Donc, on peut voir, quand on regarde ce tableau, si on est sur des dépenses de recherche industrielle ou de développement expérimental, on peut aller globalement entre 45% et entre 40% et 70% à peu près d'aide au maximum. Faut aussi avoir en tête qu'une majoration d'aide peut intervenir en cas de labellisation par les pôles. Donc ça, c'est concernant les entreprises. Concernant les autres acteurs, qui sont des acteurs qui portent des activités non économiques, comme les organismes de recherche, là aussi, comme l'a dit Patrick, les aides sont plus avantageuses, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 50% des coûts complets pour les organismes de recherche ou les collectivités locales. Et 100% des coûts marginaux, ça n'a pas changé. J'avance donc sur la suite. Les modalités de financement, c'est des questions qui sont souvent posées. Nous sommes toujours sur une modalité de financement mixte entre de l'avance récupérable et de la subvention. Seulement, ce taux de subvention, ce pourcentage de subvention est plus important sur IDEMO. On peut atteindre jusqu'à 70% de l'assiette
éligible en subvention, enfin 75% pardon, de l'assiette en subvention si le projet est majoritairement orienté recherche industrielle. Sinon, ce sera à peu près 60% si on est plutôt de développement expérimental. Donc voilà, majorité de subventions et le reste est en avance récupérable. Et cette avance récupérable, toutes ces modalités sont précisées dans le contrat que vous réalisez avec BPI France à l'issue de votre décision de financement. Le contrat qui donc précise toutes les échéances de versement, les conditions de retour à l'État, tous les éléments relatifs au calendrier de l'avance récupérable. Ça se joue à la fin lors de la contractualisation. J'avance rapidement sur les grands critères de sélection. Alors, quand on est en consortium, quand on est collaboratif, ce qu'on va regarder, c'est effectivement la qualité du consortium, sa complémentarité, sa diversité, la capacité de chaque partenaire à bien mener le projet d'un point de vue financier. Bien sûr, on regarde le caractère innovant et la valeur ajoutée du projet. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans un projet IDEMO. C'est vraiment la pertinence d'un projet dans une industrie, à quel point il bouleverse l'état de l'art, à quel point il peut ouvrir de nouveaux marchés. Donc, on regarde le caractère innovant et donc l'impact économique de ce projet. C'est vraiment très important d'avoir un modèle économique bien robuste et bien solide lorsqu'on développe un projet d'innovation. Je le disais, le niveau de maturité doit être déjà important. Et enfin, voilà, une cohérence. On parle souvent de quels sont les fonds propres, quelle est la capacité financière. Bien sûr, quand on regarde les fonds propres, on a coutume de dire 1 euro de subvention égale 1 euro de fonds propres. C'est plus ou moins ça, à la différence qu'on ne va pas regarder que les fonds propres, on va regarder une situation financière globale, savoir si on est plus petite entreprise, quelle levée de fonds on peut prétendre, quelles sont les prévisions attendues de l'entreprise. Donc voilà, ce n'est pas que une question de fonds propres, c'est un ensemble d'évaluations, de critères qui permettent d'apprécier la situation financière de l'entreprise et sa bonne situation financière pour mener le projet qu'elle a l'ambition d'engager. Voilà pour les critères de sélection. Sur le processus, c'est un processus commun, un processus habituel avec ce qu'on avait sur le PSPC. Première partie de montage de projet, discussion, où là, il faut bien, quand vous montez un projet, bien lire le cahier des charges et voir si vous êtes éligible, voir si vous correspondez aux attentes du cahier des charges. Il est suffisamment précis pour que certaines entreprises confirment elles-mêmes, on va dire, cette éligibilité-là. On a la possibilité, je dis bien, on a la possibilité de contacter BPI France pour discuter de ces questions-là, d'éligibilité. Mais dans le cadre d'IDEMO, c'est quelque chose qui ne pourra pas être systématique au vu du nombre de candidatures qu'il va y avoir. Il y aura beaucoup de candidatures, il ne sera pas possible de manière vraiment automatique d'avoir une relecture de tous les projets de la part de BPI France. Donc ça, c'est quelque chose, j'attire votre attention là-dessus. Je pense que le cahier des charges est relativement précis pour permettre cette éligibilité. Néanmoins, dans la mesure du possible, on pourra toujours organiser des réunions de montage, mais par rapport au nombre de candidatures attendues, ce ne sera pas possible de s'engager sur une relecture permanente. Donc, vous déposez votre présentation PowerPoint sur l'extranet de BPI France. Ce dépôt se fait en ligne et vous avez un calendrier pour ça. Ce calendrier, il suit un ordre précis, c'est-à-dire que chaque mois, vous avez une date de dépôt des dossiers. Et à cette date-là, on relève les projets déposés et on les convie en audition. Donc, en fait, vous avez une date de dépôt, par exemple, au 29 juin et les auditions sont organisées le 15 juillet. Et ça, ainsi de suite, jusqu'au 3 mai 2022. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Bien prendre son temps parce que l'appel à projet est long. C'est pas la peine de se précipiter à postuler. Bien maturer son projet, bien le travailler la présentation pour ensuite le déposer. Une fois que vous avez déposé ça, vous allez en audition devant le jury, le comité de pilotage. Et si ça se passe bien, vous entrez en instruction approfondie. Et là, on va vous demander un dossier plus complet avec des éléments approfondis sur le devis, le budget, les éléments administratifs et financiers de vos partenaires, de vous-même. Donc voilà, pour bien étudier et la possibilité de financement. Et ce financement-là, à l'issue de cette instruction, il est proposé devant le comité de pilotage et là, on vous fait une proposition de financement. Enfin, une proposition de financement est faite et elle est validée et décidée par le Premier ministre. Donc, entre le moment où vous déposez et le moment où vous avez votre décision de financement, il se passe à peu près 5 à 6 mois, on va dire, en moyenne. Voilà globalement pour les grandes étapes de sélection. Je vais conclure avec le dossier de candidature. La première chose à faire quand on souhaite postuler à IDEMO, c'est de travailler sur la présentation du projet qui suit le plan type de l'audition. Ce plan type, il est indiqué dans le cahier des charges. À l'annexe 4 du cahier des charges, vous avez un plan avec des critères, des indicateurs, etc. Il faut suivre ce plan pour travailler sur votre présentation
Et c'est vraiment cette base-là qui fait beaucoup dans la présélection, puisqu'elle vous conduit en audition, cette présentation, et c'est à l'issue de cette audition que vous êtes présélectionné. Voilà pour les grandes infos, rapidement en synthèse. Je vous remercie encore une fois de votre attention et on reste bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Patrick, merci Antoine. Je vais parcourir très rapidement, très brièvement ce que Minalogic peut vous apporter. Donc effectivement, Minalogic peut décerner un label à vos candidatures, à vos dossiers. Donc comme vous l'avez compris, il est possible d'avoir un bonus financier. Donc c'est une première chose, mais la vraie valeur du label Minalogic, ça va être qu'on va vous aider grandement dans la phase de montage, effectivement, et on va créer de la valeur parce que votre dossier aura une meilleure chance d'être financé. On peut également vous aider à trouver les partenaires qui peuvent vous manquer, ou on vous fournira des retours constructifs sur comment améliorer votre dossier. Vous l'aurez compris, IDEMO, ce sera un guichet qui sera sélectif. Et donc, on vous aidera effectivement à qualifier si votre dossier peut être a une chance d'être financé ou pas, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour le rendre attractif pour les financeurs. La revue qu'on va faire la préparation qu'on vous proposera avant de soumettre le dossier à BPI et à l'État, c'est principalement basé sur l'expertise des directeurs techniques. Donc, on est 5 aujourd'hui avec des spécialités qui couvrent tout le numérique, avec quelques connotations marché également. Et puis également, on a un pool de 70 experts externes qui peuvent amener des vues autres et plus larges que ce qu'on peut avoir nous. Vous pouvez, donc évidemment, ils sont soumis à confidentialité, tous ces gens-là, et vous pouvez récuser, vous avez la liste des gens qui sont susceptibles de revoir votre dossier, et vous pouvez récuser ceux que vous souhaitez pour quelque raison que ce soit des raisons de confidentialité ou de bienveillance, etc. Effectivement, ce label, il atteste quelque part la qualité du dossier. Je ne l'ai pas dit, mais effectivement, on valide également l'éligibilité de tous les membres du consortium et du projet au guichet où postuler. Parce que c'est dommage de se faire refouler un dossier parce qu'il est un peu trop cher ou un peu trop élevé en assiette ou un peu trop bas. Et puis surtout, il est bienveillant, hein, c'est pas un examen. C'est surtout basé par le dialogue et on a beaucoup d'échanges avant le dépôt. Donc voilà, donc j'ai essayé de reprendre un peu un calendrier, de schématiser un calendrier. Hein, donc je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais si on part du T0 qui est le dépôt, donc le premier PowerPoint que vous déposerez chez BPI, en fait, à peu près un mois avant, on va vous demander un pré-dossier pour avoir le temps de le revoir, de vous fournir des suggestions d'amélioration, de voir avec le comité de labellisation en interne à Minalogic si on apporte notre label ou pas. C'est important de dire qu'on ne labellise pas tous les dossiers. On ne labellisera que les dossiers dont on pense qu'ils peuvent avoir une chance d'être financés. En amont de ça, effectivement, on aura probablement échangé pour vous aider à identifier, à vérifier l'éligibilité, à identifier les partenaires qui vous manquent. Et puis, quelques jours avant le dépôt, on vous proposera de vous préparer à l'audition que vous aurez avec BPI. Donc voilà, donc on se mettra dans les situations, on jouera le rôle des financeurs. On vous écoutera, on vous posera les questions qu'on pense possiblement vous déstabiliser un peu ou pour clarifier le dossier. Et donc, vous arriverez prêt, effectivement, pour le dépôt, ensuite pour l'audition devant le comité d'investissement. Et ensuite, il y aura la décision de financement et le conventionnement, comme l'a mentionné Antoine. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter, hein, c'est jamais trop tôt pour nous solliciter. Souvent, on voit des dossiers qui arrivent beaucoup trop tard. Donc bon, on se met un peu dans le rouge pour les labelliser, mais ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que du coup, vous avez un retour qui est moins pertinent de notre part. Donc je dirais qu'il est jamais trop tôt pour nous solliciter. Donc voilà. Voilà, j'ai vu passer pas mal de questions dans le chat. Je vais essayer de les reprendre dans l'ordre où elles sont arrivées. Donc la première, c'était, je pense, une clarification de ce que vous entendiez État et BPI comme étant de la transition numérique. Est-ce que c'est synonyme de digitalisation? Par exemple, comme l'exemple qui était cité, c'était la e-santé. Oui, de toute façon, c'est ouvert à toutes les thématiques. Hein. Il n'y a pas de thématique ciblée en particulier. Donc, à partir du moment où on respecte les critères de développement de produits et assiettes R&D, c'est ouvert à toutes les thématiques. D'accord.
Donc, il y a une question similaire qui disait l'industrie 4.0 fait-elle partie de la transition numérique? Donc, effectivement, ce que je comprends, c'est que c'est une thématique qui est également adressée par le guichet. Ouais. Oui, oui, oui. La question suivante concernait le fait que c'était un dépôt au fil de l'eau, mais je pense que vous avez répondu. Hein, donc, il y a effectivement des dates de relevé assez fréquentes. Donc, effectivement, c'est dans les slides qui vous seront également distribués. Donc vous trouverez ça. Effectivement, il y avait une question autour de l'avance remboursable. Donc, je pense qu'Antoine, tu as répondu également. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que l'intégralité du montant du projet est aidée et qu'il y a 60 ou 70% qui sont en subvention et le reste en avance remboursable. Hein, c'est bien ça? Alors non, l'intégralité n'est pas aidée. Sur l'assiette présentée globalement par le projet, on va retenir une assiette éligible. Et c'est sur cette assiette éligible que l'on va appliquer des taux d'aide. D'accord. Et donc, sur l'assiette éligible, ça veut dire qu'il y a du 2 tiers, 1 tiers entre avance remboursable et voilà, 2 tiers subvention et 1 tiers avance remboursable. C'est l'ordre de grandeur. Voilà, ou voire 3/4 de subvention. D'accord. Il y avait une question sur les niveaux de TRL qui sont attendus. Alors, si on regarde le cahier des charges, on voit qu'on part d'un TRL 4, 5 et que ça peut aller jusqu'à un TRL 7 à peu près. C'est difficile de répondre sur ce critère très strict du TRL parce que ce n'est pas uniquement ce qui est regardé, c'est vraiment un ensemble. Mais oui, si on se situe en TRL, c'est à peu près ça. On commence à 4, 5 pour aller un peu plus loin. D'accord. Il y a quelqu'un qui demandait de clarifier un peu la définition d'une PME. Donc, est-ce que c'est la PME au sens européen du terme ou générique? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une PME générique, mais peut-être française du terme. Ouais, c'est européen, ouais. C'est au sens européen. Ok. La question suivante concernait le taux de sous-traitance. Donc, classiquement, dans la plupart des appels à projets, la sous-traitance, elle est limitée à peu près à 30% maximum du coût du programme. Et du coup, est-ce que ce plafond peut être déplafonné dans le cadre d'un projet monopartenaire? Alors, le plafond de sous-traitance, il est là pour justement que la sous-traitance ne prenne pas une large partie du projet. Donc, ça reste un plafond de 30%, qu'importe le caractère du projet. Oui, je pense que l'intention de l'État là-dessus, c'est un projet qui est sous-traité à plus de 30% ou à plus de la moitié. Bah, c'est plus le projet du partenaire, c'est le projet du sous-traitant du coup. Donc, Tout à fait. Une autre question, est-ce que les partenaires peuvent être dans le même groupe? A priori, non. Si une entité est totalement détenue par son groupe, par sa maison mère, par exemple, on ne peut pas appeler ça un partenariat. Oui, en fait, c'est comme ce qu'on a vu dans d'autres appels à projets dans le passé, c'est s'il y a plusieurs partenaires qui ont un lien capitalistique entre eux, ils seront requalifiés comme un seul partenaire. Si ce lien, si la détention par le groupe est totale, Oui. la demande se fait au nom du groupe, donc il n'y aura pas de partenariat, c'est vraiment une demande au nom du groupe. Ok. Une autre question concernant les fonds propres. Donc, est-ce que les fonds propres négatifs sont rédhibitoires? Comme je le disais, les fonds propres, c'est pas quelque chose de très très strict, mais des fonds propres négatifs, je pense que ça n'aide pas. Ça n'aide pas pour une sélection parce que c'est quand même un critère important qui est regardé. Okay. Donc rédhibitoire, oui, je dirais oui, mais encore une fois, à moins qu'il y ait énormément de bonnes prévisions économiques et d'énormes soutiens financiers, a priori, oui, c'est rédhibitoire. Ou de présenter un plan de levée de fonds qui est quasiment conclu ou des choses comme ça. Ouais. Une question, la question suivante, c'est est-ce que les mutuelles sont éligibles? Et je rajouterais presque dans quelle catégorie ils rentreraient? Est-ce que c'est des acteurs économiques entreprises ou est-ce que c'est je crois que tu les as qualifiés de non économiques comme les laboratoires ou les collectivités territoriales? Ouais. Alors pour moi, si à partir du moment quel que soit le type de statut, c'est vraiment les dépenses qui comptent. Si on est sur des dépenses non économiques, potentiellement, ça peut être considéré comme ça. C'est pas vraiment le statut qui compte, c'est quelle est l'activité et l'implication de cette entité dans le projet. Si on est sur des activités économiques et des dépenses économiques de
de la mutuelle, alors là, on ne pourra pas avoir de statut de collectivité. On aura un statut d'entreprise avec des modes de financement qui sont les mêmes que pour les entreprises. Oui, je pense que la petite difficulté, alors j'ai un projet en tête qui commence à dater, mais où il y avait effectivement une mutuelle qui était impliquée. Et en fait, le projet n'avait pas été financé parce que ça avait été perçu comme une distorsion de la concurrence des mutuelles. Parce que les mutuelles, c'est un peu particulier comme c'est un complément de santé. Donc c'est peut-être à ça qu'il y a peut-être quand même quelque chose à gratter là-derrière. Pour moi, les mutuelles sont des entreprises dans tous les cas. Donc, bon, après, ça a confirmé, hein, je ne veux pas m'engager là-dessus, mais je dirais qu'elle rentre plutôt dans la catégorie entreprise que collectivité locale assimilée. Ok. Donc, a priori, éligible, du coup. Okay, a priori, éligible. Toutes les entreprises de toute taille, quel que soit leur statut, sont éligibles. Une question intéressante également. Peut-on représenter un projet s'il a été déjà refusé une première fois? Alors, si cette demande n'est pas faite expressément par le comité de pilotage lorsque vous passez en audition, il n'est pas possible de repostuler. C'est un petit peu un coup près, mais dans certains cas, une fois que l'audition peut ajourner le projet en disant, voilà, vous demande d'apporter quelques éléments complémentaires et vous repasserez une audition. Dans le cas d'un refus, normalement, c'est un refus sec, on va dire. Ferme et définitif. Donc, effectivement, ça va dans le sens de ce que tu disais, c'est qu'il ne faut pas se précipiter pour déposer, hein, on a le temps, parce que c'est ouvert jusqu'en mai 2022. Et donc, autant perdre un mois pour mieux se préparer plutôt que de risquer un coup près définitif. Quoi. Exactement. Il y a une autre question alors, qui paraît hors sujet, mais je vais quand même la poser, je ne l'ai pas encore lue. Hein. Est-ce que vous avez les dates de sortie des PSPC régions? Je demande car on me pose la question de la pertinence de déposer un projet dans le cadre du IDEMO qui était prévu initialement comme un PSPC région. Non, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse sur la date de sortie des PSPC régions. Je sais qu'il y a des discussions. C'est encore en négociation. Tout à fait. Tout à fait. Moi, en tout cas de mon côté, je sais pas Patrick. J'ai pas de visibilité en tout cas de calendrier. Je ne connais pas bien le calendrier, mais les négociations traînent un petit peu, donc on ne sait pas du tout quand ça va démarrer dans le cadre du 4e PIA. Exactement. Après, je dirais que le PSPC région, les projets ne se positionnent pas de la même manière que les projets démo, car l'assiette pour les projets collaboratifs est plus faible. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes projets. Oui, effectivement, le PSPC région, on est en dessous de 4 millions et en tout cas, on est au-dessus de 4. Dans l'exemple du dernier PSPC région, peut-être que ça évoluera, je sais pas. Oui, c'est vrai que ça peut changer aussi. Oui. Après, on peut quand même supposer qu'avec les élections régionales, les discussions État-région ne vont pas converger immédiatement. Donc, après, moi, j'aurais tendance à dire si votre dossier, c'est le marché qui devrait arbitrer le timing de votre dossier. Et effectivement, si votre dossier tangente, il est à 3,5 millions, il ne faut pas non plus forcer un 4 millions pour passer en IDEMO. Et après, ça dépend aussi de votre marché, quoi, la vitesse à laquelle votre produit doit être sur le marché. Une question pratique sur l'audition. Donc, quelle durée prévoir pour la présentation du projet lors de son audition? Donc, est-ce qu'il y a une partie présentation et une partie question-réponse? Exactement, oui. C'est 50 minutes. C'est 50 minutes d'audition avec 25 minutes de présentation, 25 minutes de questions-réponses. D'accord. Petite question subsidiaire, ce sera des choses en présentiel si la situation le permet ou... Pour l'instant, pareil, il n'a pas trop de visibilité. Actuellement, les auditions se font toujours à distance. Bien sûr, on vous informera si elles se font en présentiel. On n'a pas du tout de consigne dans ce sens pour l'instant. Ça peut bouger, j'imagine. Une autre question qui demande comment est définie recherche industrielle et développement expérimental. Ça, c'est pas une question, c'est une question plutôt d'instructeur qui va regarder chaque assiette chaque nature de dépense. En fait, on mobilise un régime qui est un régime européen qui s'appelle le régime d'aide RIDE, en fait. Et ce régime-là permet de préciser un petit peu le cadre de ce régime et comment on définit si une dépense rentre dans l'un ou dans l'autre. C'est vraiment à l'aide de ce régime-là, en fait. C'est un régime d'aide qui est très, qui est un gros document juridique et qui précise ça. En règle générale, moi, ce que j'ai expérimenté, hein, c'est très pragmatique. S'il y a effectivement beaucoup de recherche académique ou privée, ce sera forcément de la recherche industrielle. Par contre, ce ne sera pas de la recherche fondamentale, hein, c'est bien de la recherche qui touchera le marché.
Un développement expérimental, c'est plus une intégration de choses qui existent. Si j'essaie de le caricaturer comme ça. Autre question, existe-t-il des limites, que ce soit en budget ou en aide, pour les partenaires académiques? La limite est plutôt, on va dire dans le cas général, plafonnée à 30%. D'accord. 30% maximum du budget du jeu de projet. Un partenaire académique ne peut pas dépasser 30% de ce budget-là. Sur l'assiette, du coup, tu as mentionné, enfin vous avez mentionné tous les deux 4 millions, enfin 2 millions pour les projets individuels et minimal et 4 millions minimal. Il y a une borne, un plafond ou pas? Non, il n'y a pas de plafond. Ok. La question suivante, c'était quid des minimis par rapport aux aides? C'est deux choses différentes. Ça entre pas du tout dans la même logique que IDEMO. Les aides IDEMO ne rentrent pas dans le calcul des minimis. Ok. Une autre question qui dit est-ce que c'est des vraies subventions ou c'est des subventions avec un retour en partie vers l'État pour les organismes de recherche? Alors, pour les organismes de recherche, on a 100% de subvention. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Il n'y a pas d'avances récupérables qui sont prévues pour les organismes de recherche. On est vraiment sur de la subvention. D'accord. Pour les coûts d'organisme. Exactement, oui. La question d'après, je pense qu'elle est similaire à une question qu'on a déjà répondu, mais je la pose quand même. Peut-on présenter un projet IDEMO après un refus PSPC? Ça dépend, je dirais, quelles sont les raisons du refus. Si le projet PSPC a été présenté dans les 6 derniers mois et qu'il a été refusé et qu'il sera présenté de la même manière sur IDEMO, je pense qu'il y a peu de chances qu'il soit à nouveau éligible. Mais bon, après, c'est difficile. Enfin, voilà, je dirais que un projet qui a été refusé, en théorie, c'est qu'il ne peut pas repostuler. Après, il peut peut-être repostuler avec des modifications, des ajustements, certainement. Peut-être la façon de faire, c'est de prendre contact, prendre attache avec un représentant BPI pour essayer de connaître Oui, la raison et de voir si un redépôt serait pertinent ou pas. oui, c'est tout à fait. En général, quand un projet est refusé, c'est proposé. Donc Ok. j'imagine que s'il y a eu un refus, il peut y avoir cette discussion-là. Ouais. Il y a une question concernant la localisation des partenaires. Est-ce qu'il faut qu'ils soient tous d'une même région ou est-ce qu'ils peuvent être répartis en France, enfin, au niveau du territoire? Non, il n'y a pas de. Bah, ça, c'est plus une logique PSPC région. Mais il n'y a pas de sujet là-dessus sur IDEMO. Ok. Et la dernière question, je crois, c'est est-ce que les aides peuvent-elles être rétroactives sur les sommes engagées? Alors, je ne sais pas si Patrick allait intervenir. J'ai pas compris la question. En fait, je pense que la question, c'est à partir de quand les partenaires peuvent rendre des dépenses éligibles. Mais je crois avoir vu la réponse dans À vos. partir du moment où le dossier a été déposé? Ouais, c'est ce qui me semblait avoir vu dans vos slides. Alors, plus précisément, c'est à partir du moment où le dossier complet a été déposé. C'est-à-dire que quand vous êtes présélectionné, on vous demande des pièces complètes. Et une fois que toutes ces pièces sont apportées, on vous informe que le dossier est complet. Et à partir de ce jour-là, les dépenses sont éligibles. Donc en fait, il n'y a pas de rétroaction. En fait, c'est quelque part Non, pour le coup, ouais, il n'y une a pas de fois que rétroactivité. l'État vous. Ouais. En fait, c'est au moment où l'État dit, ben c'est bon, on va financer le projet. Ouais, tout à fait. Ok. Ok, je crois qu'on est au bout des questions. On est très en avance sur le timing, mais on a quand même une jolie flot de questions. Je laisse un peu de temps. Oui, pour les projets IDEMO, le fait d'avoir tous les partenaires dans la même région ne rend pas le projet inéligible. Ne rend-il pas le projet inéligible? Ah non? C'est pas un souci, quoi. Non. En C'est gros, pas un critère. Ok. Ok, j'attends encore quelques minutes au cas où il y a d'autres questions qui voient jour.
Oui, il y a une question intéressante. À une époque, on parlait d'avance remboursable et d'avance récupérable. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui existe toujours? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Alors, je ne sais pas si Patrick a un peu un détail là-dessus. Pour moi, il n'y a pas de différence particulière. Pour moi, c'est la même chose, effectivement. D'accord. La question d'après est pour nous. Donc, je pense que vous recevrez le replay et le support dans les jours qui vont venir. On va dire, je parle sous le contrôle de Nathalie, mais milieu de semaine prochaine ou plus tard. Une question intéressante aussi, que signifie IDEMO? Que signifie démo? Je n'ai pas la réponse, j'avoue. J'imagine que c'est lié au démonstrateur, mais c'est une supposition de ma part. J'avoue que j'ai pas du tout Voilà, l'origine de ce nom. la lecture que j'en ai eue, c'est qu'il y avait le concours iLab qui était plutôt pour les boîtes qui viennent de se créer, les boîtes, voilà. Il y avait le concours Innov qui était un peu innovation, etc. Et donc le IDEMO, il est dans la, voilà, peut-être Ouais, c'est dans la démonstrateur. lignée des I. Exactement. Donc toujours une question sur le développement expérimental. Est-ce que c'est une proof of concept, une preuve de concept en fait? Je dirais que oui. Je dirais que oui, oui. Mais j'avoue que là, j'ai pas enfin, pas la précision vraiment de la réponse, mais je dirais oui, a priori. Oui, je pense aussi, mais c'est peut-être plus large que juste la preuve de concept. Ça peut aller un peu plus proche du marché que la preuve de Ouais. concept, je pense. Ok, je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent, donc. Oui, donc il y a une suggestion qui dit que le CIR, donc je pense que c'est le manuel de Frascati, qui permet effectivement de clarifier un peu ce que c'est que le développement expérimental et la recherche industrielle. Doit-on forcément traiter avec toute la chaîne de valeur de la thématique du projet? J'avoue que je ne comprends pas très bien la question. En fait, je pense que ça vient peut-être de la façon dont alors je dis on, au moins Minalogic présentait les PSPC par rapport à d'autres guichets. En fait, comme c'était des projets structurants, on avait tendance à dire ça doit s'adresser à toute une filière et Ah oui, bénéficier à toute oui, une tout à filière. Et fait. donc, du coup, Oui, souvent on disait bah, c'est bien qu'il y ait effectivement au moins un acteur de la chaîne de valeur de cette filière-là. oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. On va dire que l'idée, c'est qu'il y ait un lien, au moins des retombées économiques directes ou indirectes sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Oui, oui, excusez-moi pour. C'est bien ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'associer les utilisateurs finaux dans les projets. Oui. Tout à fait. Ouais, typiquement, donc si on vient la question vient de quelqu'un de chez Lancé Energy Storage qui fait des radiateurs avec une batterie qui accumule l'énergie pour faire l'effacement énergétique. Donc je pense que la question c'est bon ben il faut que j'ai des gens Lancé qui fabriquent les radiateurs, mais peut-être qu'il faut que j'ai des gens du bâtiment, il faut peut-être que j'ai je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, mais des groupements d'usagers, peut-être que j'ai également un opérateur électrique, un fournisseur d'énergie dans le consortium, etc. La question d'après, c'est est-ce qu'il y aura des étapes clés comme pour les PSPC? Alors oui, probablement ce sera précisé dans le contrat, mais a priori, oui, il y a souvent des étapes clés qui jalonnent un petit peu le versement du projet et son avancement. Donc j'imagine que oui. Ça se verra plutôt dans le contrat. Mais oui. Ouais. Et ça, c'est des choses qui seront co-construites entre les membres du consortium et l'État, ou BPI. C'est surtout BPI et les bénéficiaires. Ouais. Surtout Ouais. BPI et les bénéficiaires de l'aide. Euh, il y a une demande de clarification autour de qu'est-ce que c'est qu'un utilisateur final? Est-ce que c'est un client? Potentiellement, oui. Oui, 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 bien sûr. J'aurais tendance à dire que ça va dépendre du produit aussi, parce que si demain je fais une brosse à dents électrique, on va pas mettre Madame Michu dans le consortium, évidemment, hein. Par contre, effectivement, là, l'utilisateur final, c'est peut-être je sais pas, l'association dentaire ou peut-être les gens qui vont distribuer ce produit-là. Oui, donc client industriel, ouais, tout à fait, Richard.
Oui, une question intéressante, c'est quelle est l'approche dans IDEMO par rapport au niveau de risque? Donc souvent, on fait des analyses de risque dans les projets. Donc est-ce qu'il faut que le projet soit très risqué, pas risqué du tout, ou au milieu des deux? C'est pas précisé. C'est pas précisé. Après, comme on le disait, il y a une faisabilité, une étude de faisabilité, une maturité préexistante qui doit être là. Mais j'imagine que ça peut comporter l'analyse des risques. Après, il n'y a pas vraiment de précision là-dessus. En fait, souvent, le règlement européen auquel vous faisiez référence, le côté risque, il vient de là, parce que si on a une certitude de convergence, le fait de mettre des aides, d'amener des aides aux entreprises, c'est perçu par l'Europe comme une distorsion de la concurrence. Donc effectivement, un projet d'innovation, souvent, il doit montrer un certain niveau de risque, parce que sinon, on va dire qu'il est certain et qu'encore Tout à une fait. fois, on ne pourrait pas le financer. Oui, tout à fait. Mais je pense par contre que ça revient à la discussion qu'on a eue avant sur les TRL. L'attente, c'est pas forcément des TRL très très bas. Enfin, on démarre quand même sur des TRL assez hauts et on les amène. Enfin, on se rapproche très clairement du marché. Hein. Oui, une question aussi intéressante. IDEMO peut-il être utilisé en complément d'un financement européen type Euro-HPC ou autre? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est important à préciser. Il y a une articulation qui existe avec les programmes européens. Donc en fait, le financement IDEMO peut constituer une source de financement complémentaire des projets qui s'inscrivent déjà dans des appels à projets européens. Donc si vous avez un financement si vous avez un financement européen, vous pouvez candidater sur la partie française à une aide IDEMO, pour une aide IDEMO. Donc sur une assiette qui sera distincte, Oui. mais il est possible du coup de compléter un financement d'un consortium européen avec le financement IDEMO. Et dans ce cas-là, alors c'est le côté pôle hein, qui parle. Le dossier qui doit être soumis, c'est un sous-ensemble du dossier européen du coup. Alors c'est important de le préciser, de parler de ce sujet, car sur la page web de l'appel à projet, vous avez deux cahiers des charges. Vous avez un cahier des charges IDEMO Europe qui précise le calendrier et toutes les modalités d'un dépôt complémentaire européen avec distinction de IDEMO classique. Donc ça, c'est D'accord. quelque chose, je vous invite à voir si vous êtes concerné par ça, à bien regarder les modalités de ce cahier des charges IDEMO Europe, qui est sensiblement les mêmes, mais il y a des petites règles différentes, notamment sur le calendrier et la façon dont... Ouais, je pense Mais que c'est globalement la même façon de postuler. je pense que c'est une bonne chose d'avoir distingué les deux parce que par le passé, Ouais, on tout a à fait. tenté effectivement et c'était souvent très très compliqué, hein, à la fois pour les porteurs, hein, Ouais. pour les pôles et effectivement aussi pour l'État. Donc c'est une bonne chose d'avoir. Dans la même veine, on est sur les projets européens, donc un IDEMO peut complémenter le financement un financement type IPCEI. Ouais, toujours pareil, si les dépenses sont bien distinctes. D'accord. Donc aujourd'hui, les dates de dépôt vont jusqu'en mai 2022. Est-ce que vous avez une visibilité au-delà de ça? Non, non, non. Donc le message, c'est ne vous précipitez pas pour déposer, mais ne traînez pas trop non plus. Non, mais en fait, on va dire que c'est comme les précédents. Si l'enveloppe est consommée, l'appel à projet se clôture. Mais en général, on voit que sur ce type de soutien R&D, il y a souvent des guichets permanents. Donc, j'imagine que sur IDEMO, bon, on n'en est pas encore là. On est vraiment au tout début. On vient à peine de le lancer. Si l'enveloppe arrive à son terme, j'imagine que c'est un guichet qui aura vocation à se renouveler. Hum. Et justement, il y a une question, l'enveloppe qui va être consacrée sur ce programme et à peu près quel est le nombre de projets visés par ce programme ou attendus par ce Il programme. n'y a pas de précision malheureusement là-dessus, pas trop de. Je D'accord. sais pas ce que Patrick, si Patrick a une réponse Non, là-dessus, mais j'ai pas d'éléments non sur plus l'enveloppe sur et le cette nombre de projets, enveloppe-là. j'avoue que ouais. Ok. Euh, Toujours une question. Alors, une unité pilote de production peut-elle être éligible? Oui, après, faut que ça reste de la dépense R&D. Il faut que ça reste de la dépense R&D. On n'est pas vraiment sur de l'investissement, enfin, on n'est pas sur de l'investissement, on est quand même sur le développement d'un produit innovant. Donc, Donc, si on typiquement, reste là-dedans, hein.
Une entreprise qui voudrait mettre en place, enfin prototyper sa première ligne de production, ça pourrait être éligible du coup. Ou certaines dépenses pourraient être éligibles. Voilà, exactement. Certaines dépenses pourraient être éligibles. Mais je pense pas que ce soit la vocation première de l'appel à projet IDEMO. D'accord. Il y a d'autres guichets qui sont là, notamment peut-être plus plan de relance, qui seraient peut-être plus adaptés à des développements de production, lignes de production. Je vois que Nathalie a remis dans le chat le cahier des charges, donc c'est une bonne chose. Je vois plus arriver de questions. Non. Donc je vais vous remercier très chaleureusement parce qu'effectivement on a vu, hein, c'est un appel à projet qui mobilise quand même pas mal d'intérêt et puis qui est amené à devenir important dans le paysage. Donc merci de votre participation et des réponses à toutes les questions que vous avez pu apporter. Pour toutes les personnes qui sont connectées, n'hésitez surtout pas à venir nous consulter, à consulter également vos représentants locaux BPI sur ce guichet-là. Et puis, bonne réflexion et bonne maturation de projet. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous et merci pour votre invitation. Merci, bonne journée. Merci bien à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.